Ça me prend mais énormément de temps. Je me dis mais qu'est-ce qui me définit quoi? Ça me pousse à faire mieux et à faire plus. Hello la mif, on est le 10 février, ça fait exactement un mois que je suis au Népal et ça y est, Max est parti il y a 2 jours, il vient seulement d'arriver en France là il y a quelques heures. C'est un peu la déprime j'avoue. Je suis grave triste. C'est vraiment trop dur les au revoir à chaque fois. Je me rends compte que j'en parle pas beaucoup de ça, de ma relation à distance et comment ça m'affecte, etc. Je vais faire ma petite routine matinale et je vais me poser tout à l'heure pour vous en parler un petit peu plus. Il est 7h40, je me suis levée à 7h, je vais aller faire mon yoga et je vous reprends après. Bon, du coup, je suis en train de manger un de mes petits déj préférés du voyage. Ça s'appelle le poha. C'est un plat indien. Et en gros, c'est du riz plat. Il n'y a pas besoin de le faire cuire, en fait, il faut juste le faire gonfler avec de l'eau en le rinçant. Et c'est des légumes avec des épices, genre curcuma, cumin, un petit citron pressé là. Je vais manger ça et après, on fait un petit chit-chat. Et pour ceux qui débarquent sur ma vidéo, moi c'est Alex. Il y a 1 an, j'ai démissionné pour pouvoir voyager sur le long terme et notamment voyager sans avion, en slow travel. J'avais pour objectif initial de rejoindre la Nouvelle-Zélande depuis la France sans prendre l'avion. Mais au bout de 6 mois de voyage, j'ai un peu fait un burn-out. J'allais trop vite en fait et je m'épuisais. Donc j'ai décidé de faire une pause et là je suis au Népal pour 3 mois. Et je vlog mes aventures, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne ou me suivre sur Insta aussi où je poste des petites news un peu plus souvent. Bon, du coup, les relations à distance et notamment ma relation amoureuse à distance avec Max. On s'est rencontrés 1 an avant mon départ et j'en parlais déjà même si j'organisais pas vraiment. J'étais vraiment dans une démarche, dans 1 an je pars. J'étais pote au début, puis la love story a commencé et je me suis pas interdit de vivre mes histoires en France juste parce que genre dans 8 mois j'allais partir à l'étranger. Plus le temps avançait, plus la date de départ avançait et plus je commençais un peu à flipper, je l'avoue. J'avais du mal à en parler ouvertement avec lui parce que j'avais peur que lui dire que là ça y est je commence à organiser le voyage, ça voulait dire pour lui qu'il parte en fait et qu'il me soutienne pas ou juste qu'il dise que ce soit pas possible. Et en fait c'était cette peur finalement un peu de l'abandon et un peu tu viens de commencer une relation amoureuse et on te coupe l'herbe sous le pied. Là je vais dire que je vais partir donc il va me quitter parce que pour lui ça sera pas possible, etc. Parce que par le passé j'ai eu des relations disons un peu toxique où on m'a clairement dit que ce genre de mode de vie ne serait pas compatible avec une relation amoureuse. Donc j'avais des injonctions aussi dans ma tête. Et finalement, en fait, quand j'ai fini par lui en parler, c'était assez... En fait, tout a toujours été très fluide. Ouais, tout se déroulait vraiment hyper bien. Lui, il me disait qu'il savait que j'allais partir, que quand on s'est rencontrés, j'en parlais déjà. Il était trop content de ce projet pour moi, qu'il me soutiendrait, qu'il serait là pour moi, etc. Et en fait, ça m'a tellement soulagée. Je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui complique les choses, en fait, dans ma tête toute seule, alors que finalement, c'est très simple. Et donc, le temps passe. Bien sûr, on a discuté un peu des modalités. Les sentiments amoureux, ça fait pas tout et surtout quand t'es à distance, je pense qu'il faut bien poser un cadre de que ça veut dire pour nous ou pas avec son partenaire. Avant de partir, moi j'ai conclu que j'avais pas envie que mon départ signifie la fin de notre relation. Quoi, elle signifierait la fin de notre relation amoureuse si avec mes parents, mes amis, ce serait pas la fin. Les gens qui sont comme ça, j'ai du mal à comprendre la logique parce que pour moi l'amour que je ressens pour lui, il n'est pas conditionné à un endroit dans le monde ou à un moment de ma vie. Enfin, c'est un peu inconditionnel. Voilà, on essaie de trouver un compromis pour se dire quand est-ce qu'on se voit et surtout quand est-ce qu'il vient me voir parce que moi je ne prends pas l'avion et je comptais pas rentrer en France pour juste aller voir mes proches. On s'est mis d'accord sur une durée de 3-4 mois d'intervalle pour se voir. J'avais pas envie de lui imposer mais en même temps j'attendais quand même qu'il me dise ça et qu'il soit lui-même convaincu que c'est la chose à faire de venir me voir. En fait, c'est lui qui fait beaucoup d'efforts de logistique pour venir me voir. Il est venu une fois en Géorgie, là il vient de voir au Népal et il reviendra dans 3 mois. Et sinon, on essaie de toujours se tenir au courant dans la journée avec des messages. On essaie de s'appeler à intervalles réguliers. En fait, on a un rendez-vous hebdomadaire le dimanche pour s'appeler. Enfin, vraiment, je suis trop contente de vivre dans cette génération qui peut toujours communiquer avec le téléphone parce que je pense que ce serait un autre délire si on pouvait pas se tenir au courant la journée. Le
manque se fait ressentir bien évidemment. Pour moi le plus dur c'est la distance physique, parce que mes langages de l'amour c'est les moments privilégiés avec la personne que j'aime et le langage physique, enfin le toucher. Quand t'es à distance t'as aucun des deux, donc clairement tu fais sans. Mais en fait comme il est très présent pour moi même à distance, je sens pas de distance émotionnelle, donc ça c'est déjà un très bon point. Il y a toujours cette période avant qu'il vienne me voir, le temps me paraît très long parce que la date se rapproche. Quand il est là, le temps passe en 5 minutes. Et qu'on s'est retrouvés, on se retrouve dans notre bulle et on profite. Et quand il part, c'est juste horrible. Là, ça fait 3 jours, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 semaine qu'il est parti. J'ai un peu ce goût de rien, j'ai pas trop de motivation, alors que j'ai une to-do longue comme le bras. C'est hyper dur de passer du tout au rien, surtout que là, en fait, il a pris place un peu dans l'appart que j'ai pour 1 mois. Forcément, il y a la présence de la personne, vous faites des choses à deux, et puis d'un coup, il est plus là, et vous vous retrouvez seul. C'est vraiment pas facile. C'est vrai que c'est par vague, la distance. Franchement, là, on a fait 3 mois et demi, c'était le plus long. On a rediscuté quand il était là. Franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui soit assez mature et qui n'ait pas d'insécurité au niveau de la relation au point de m'empêcher de me réaliser et de réaliser mes rêves. Au contraire, lui, il est très dans on doit s'accomplir chacun de notre côté pour être heureux à deux. Il est le premier à me soutenir, à être là si ça va, à être là si ça va pas. Il sait que ce voyage et ce projet et ce rêve, ça ne me concerne que moi, et il fait la part des choses entre ce projet et notre relation. C'est hyper bien. Et des fois, j'ai les larmes aux yeux de penser ça. Je me dis, mais putain, mais je suis tombée sur une pépite. Il est trop mature émotionnellement à ce niveau-là. Et franchement, je suis hyper impressionnée parce que même moi, je me dis, mais est-ce que je serais capable de faire ça aussi si c'était le cas inverse? Enfin, franchement, des fois, je me dis, mais waouh, je suis tellement impressionnée. J'en parle pas beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un peu son avis. Et Max, je sais que tu as regardé cette vidéo, donc si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Moi, si vous avez des questions sur ça, ou si ça vous intéresse, ou si vous avez, des expériences ou des conseils, n'hésitez pas à me les partager. Je vais faire la vaisselle et je vais continuer ma matinée de travail. Je ne suis pas payée, mais je travaille pour moi. Tout. Bon, ça y est, j'ai quand même été très efficace ce matin. Enfin, je suis très efficace là depuis quelques jours. Parfois, c'est ça aussi le voyage, c'est pas grand chose d'excitant, disons. Je suis chez moi, je travaille, je trie mes photos, je crée du contenu pour Instagram, je poste mes vlogs, je réponds à vos commentaires sous mes vlogs. Et en vrai, ça me prend énormément de temps. Et surtout énormément de charge mentale. En fait, comme je prends énormément de photos et de vidéos, quand je rentre j'ai envie d'en faire quelque chose. Du coup j'ai une to-do list énorme. Et là je me dirige vers le centre de Pokhara pour déjeuner avec Meili. C'est une Française qui fait partie de la communauté de Lalibi. Lalibi, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un groupe Facebook, je vous mettrai le lien en commentaire. C'est une communauté de voyageurs bas carbone qui ne prennent pas l'avion, voyagent un peu plus éthiquement et durablement. Ça fait plusieurs mois qu'on est en contact et là on est au même endroit, au même moment, donc ça fait un peu plaisir de rencontrer des gens avec qui on discute à distance. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit tour. On a mangé dans un resto, il y avait personne. J'ai mangé des momos au fromage. Les momos, c'est les raviolis népalaises. Je suis trop heureuse de vous annoncer que je suis de retour en randonnée. On va faire un petit trek autour de Pokhara avec Meili sur une petite durée. Et il n'y a pas besoin de permis, donc c'est trop bien. On va profiter du beau temps et je vous reprendrai à ce moment-là. 5 heures. J'ai pas super bien dormi, comme quand t'as le stress mélangé à l'excitation de quelque chose qui arrive tôt le lendemain. 45 minutes de route pour rejoindre le point de rendez-vous avant de monter, donc on va se mettre en marche. La MIF, du coup, la mission lever de soleil a été
non validé. Malgré le réveil à 5h, il y a toujours le fog et d'ailleurs il persiste. Je suis pas sûre qu'on va avoir un coucher de soleil. Du coup la première étape du jour, on est parti de Pokhara, donc moi du nord du lac. On a fait la montée jusqu'au World Peace Pagoda et ensuite on a continué à travers les villages. Donc départ de Pokhara, arrivé à Boumdi, enfin même un peu plus haut, là on est juste sur la route. 17,5 km quand même, pas mal. Et 1025 de D+, pour à peu près 5 heures de marche. On est arrivé à midi juste avant le déjeuner. Ça y est, on a fini la journée un peu chaotique, très intense. On s'est perdu en forêt. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps, ça de me perdre en randonnée. En fait, on s'est posé un moment à la moitié et on a continué à suivre le chemin qu'on suivait depuis le début, qui était des rubans roses ou des traces rouges sur les arbres. Plus on prenait le chemin avec les marques rouges, plus on s'éloignait de la trace qu'on avait sur Maps. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous emmenait vers... En fait, c'est les indications d'une guest house qui se sont donné du mal, du coup, pour indiquer leur guest house, mais ça nous emmenait pas du tout à notre point d'arrivée. On a décidé de retourner dans l'autre sens, mais pas de faire demi-tour, c'est-à-dire de couper à travers. Mais ces va-et-vient dans la forêt, ça a duré bien 2 heures et ça nous a bien fatigués. Normalement, demain matin, il y a le push pour le lever de soleil, mais il y a 500 de D+, donc on est en train de se poser la question de si ça vaut le coup ou pas. Et les statistiques de la journée, c'est 11,07 km, 965 de dénivelé positif, 400 et quelques de dénivelé négatif, et on est arrivé à Point de chassé. Et j'ai demandé à mon ami ChatGPT de me dire ce que voulait dire point de chassé, et ça fait référence aux 5 sommets de la région qui forment une crête sacrée. C'est un lieu spirituel important pour les hindous et les bouddhistes, avec des temples et des sites de méditation. Voilà, on se dit à demain. Oh là là, trop bien. On pensait pas l'avoir. On a monté dans le brouillard, putain. Yes. La récompense. C'est pas la meilleure vue, mais c'est déjà bien qu'on ait quelque chose. Ça y est, on a fini la journée 3 avec toujours autant de visibilité. C'est magnifique. Voilà. Fishtail. Aujourd'hui, on a fait 15,5 km. 1100 de D+, et 1100 de D-. Enfin, à peu près équilibré, disons. On a marché 5 heures. C'est très long aujourd'hui. Surtout qu'on s'est levé très tôt et qu'on n'avait pas trop la vue pour se remonter le moral, donc mais c'était très très beau. On espère, on croise les doigts d'être récompensé de nos efforts demain matin. On verra ce qu'il en est pour le sunrise demain matin. Ça y est l'ami, le trek est terminé, on est dans notre bus en direction de Pokhara. Du coup aujourd'hui on est parti de Australian Camp, on est passé par Dempus, un village qu'on m'avait conseillé d'aller voir, mais du coup comme il était littéralement dans le brouillard et qu'on avait zéro visibilité à plus de 3 mètres, bah, on n'a pas vu grand chose. Les stats d'aujourd'hui, on est
sur un total pour 4 jours de trek de presque 50 km, 3136 de D+, et 2782 de D-. Donc c'est une très belle performance. Et 0 lever de soleil, voilà. 0 lever de soleil, 0 coucher de soleil, c'est un peu la défaite. Mais bon, on va aller se réconforter avec un bon repas. Ah là là, je suis enfin rentrée. Bon là du coup on est le 15 février, je vais rester encore à Pokhara. Et en fait j'ai un truc qui me trotte en tête depuis avant la rando. J'ai du mal à me sortir de la tête. En gros bah je prends beaucoup de contenu genre photos, vidéos etc. Et même depuis le début, genre depuis 1 an, je documente mon aventure depuis même avant de partir. Et en fait, ce que vous voyez pas derrière cette vidéo, c'est que c'est énormément de temps passé dessus, à la réflexion, à la création, au montage, à la publication. Et en fait, depuis que on est rentré de rando et depuis que Max est parti, j'ai la tête dedans, mais c'est une turbine en fait. Je fais que penser à ça. À ce que je dois créer, ce qu'il faut que je poste sur Instagram, vlog YouTube, mes photos à éditer, faire des carousels, etc. Et je me dis en fait, genre parfois à quoi bon? Parce que forcément je poste ça sur une plateforme où la reconnaissance elle est beaucoup liée au nombre de likes et d'abonnés. Enfin c'est dur de voir à quel point ça a un impact en fait. Et je suis partagée parce que j'ai envie de rester authentique, de pas trop me prendre la tête. Et en même temps, je me demande mais de quoi les gens ont besoin. Mais si je fais ça, en fait, je rentre dans la galère de plaire à l'algorithme et j'ai pas envie de faire du contenu plaire à l'algorithme. Quand j'ouvre Insta, je me dis que je pourrais faire mieux parce que forcément, je me compare et je trouve des créateurs que je kiffe. Je me dis, ouais, mais eux, ils sont trop talentueux. Et ça m'inspire et en même temps, enfin voilà, je me pousse à faire mieux et à faire plus. Et le truc c'est que là je sens que je suis en train de me cramer le cerveau là depuis 2 semaines. Et parfois j'ai envie de tout arrêter parce que je me dis en fait je produis des choses, je suis pas payée, je fais ça pour le kiff. Et j'ai pas envie que ça devienne un fardeau. Et j'arrive pas là à trouver le juste milieu. Enfin en fait je sature quoi, je sature. C'est frustrant quand tu ouvres Instagram et que tu vois genre des gens qui ont des milliers de followers et qui partagent des belles images de voyage et qui prennent l'avion autour du monde et toi t'es là, t'essaies de faire autre chose et de montrer qu'il y a d'autres façons de voyager et tu fais un contenu tout aussi bien et forcément ça plaît moins parce que c'est moins la norme. Je suis un peu gris dans ma tête. En fait j'ai galéré un peu mentalement là pendant les 4 jours de trek et je me dis que en fait ça me montre juste que ça a besoin de me montrer. Et ouais, en plus je suis dans ce cercle vicieux de normalement je bloque mes réseaux sociaux à 30 minutes sur chaque plateforme et en ce moment j'arrête pas de outrepasser ce blocage et d'aller genre au-delà, genre 1 heure de scroll et enfin non mais c'est pas possible, c'est en train de me cramer les neurones là. Faut que je me reprenne parce que ça va pas du tout. Enfin bon, voilà la mif. Je vois tous vos messages, j'y réponds et ça me fait toujours très chaud au cœur parce que c'est le seul moyen que j'ai aujourd'hui de savoir si ça plaît et si ça a un petit impact. Donc merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui partagent. Et voilà, on va profiter de ce week-end de repos. Et je recommencerai peut-être, très probablement à taffer la semaine prochaine. Allez, ciao la mif. Bon la mif, ça fait 1 semaine que j'ai filmé la dernière vidéo. Et depuis, c'est pas passé grand chose. En pleine crise existentielle. Je pense que là, ça va être une rando, une crise existentielle. En fait, cette semaine, ce que je me suis dit, c'est que pour la première fois, en fait, je fais face à moi-même, à la solitude, de n'avoir rien de prévu. C'est difficile parce que, à la fois, j'ai envie de faire plein de choses, et à la fois, genre, y a rien qui me donne envie plus que ça. J'ai l'impression d'avoir le syndrome du choix, de pas savoir quoi faire. Ça me stresse beaucoup. Ça me met beaucoup de pression et j'arrive pas à m'en défaire. J'ai envie de remplir mes journées, je cherche des trucs à faire sans jamais vraiment passer le cap parce que j'ai pas cet enthousiasme en fait et j'ai pas envie de faire quelque chose juste pour dire j'ai fait quelque chose mais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Je sais pas si vous captez la différence. Genre je sais que je devrais être fière de moi et je pourrais le dire, je suis fière de moi, mais je sais pas si je le dis parce que ça coule de source que je devrais être fière de moi ou si je suis vraiment fière de moi de faire ce que je fais. Genre c'est comme si j'arrivais plus à savoir un peu qui j'étais. Quand tu fais face à un peu ce vide de ce qui te définit
où ce qui t'a défini pendant des années n'existe plus, ton travail, ton salaire, tes notes à l'école, ta famille, tes proches, tes amis, qui te donnent de l'amour. Là, mon projet pour la Nouvelle-Zélande qui s'est arrêté, je me dis mais qu'est-ce qui me définit quoi? J'ai un peu de problème avec mon amour propre, même si je fais des choses pour moi et je continue à être indépendante et j'aime cette indépendance et de pouvoir prendre du temps etc, mais je suis dans un inconfort, c'est pas très agréable, je vous l'avoue. Et ouais, il y a plein de choses que j'apprends, d'autres que je désapprends. Franchement, il se passe beaucoup de choses là-haut dans ma tête. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi et Marine, qui est une autre Française, qui elle voyage aussi depuis 2 ans. Elle est surtout entre l'Inde et le Népal. Et on va dans un village aux alentours pour aller voir un projet associatif. Donc, je vous en dirai plus tout à l'heure. Le village qui a 30 minutes en scoot, c'est pas celui où il y a l'assaut, c'est un autre. Donc, on va quand même y aller, mais... Le plan change totalement. Yes. Bon, la sortie scout pour aller se baigner dans la cascade a été encore une fois un pseudo-échec puisque nous avons pris un gros orage sur la gueule. Donc on a été mouillés, mais pour une autre raison. Peux-tu te présenter ? Je suis Marine, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je voyage bas carbone autour du monde et ça fait 2 ans que je suis en Asie. Aujourd'hui j'habite au Népal depuis 2 ans, donc je passe 5 mois par année au Népal et puis 7 mois d'après je les passe soit en Inde, au Sri Lanka ou à voyager. Pourquoi est-ce que tu as décidé de voyager il y a 4 ans bientôt ? J'ai décidé de voyager, ça faisait longtemps que j'en avais envie. J'avais fait un premier voyage quand j'avais 20 ans avec une amie en Europe. Et puis ça m'avait vraiment donné des sensations que j'avais envie de revivre, la sensation de liberté, la sensation de l'exploration, d'apprendre de nouvelles cultures. J'ai toujours eu cette idée-là en tête de vouloir voyager avant vraiment de me stabiliser. Donc j'ai jamais pris vraiment d'investissement financier important, par exemple acheter une voiture à crédit, acheter un appartement. Je sais pas vraiment s'il y a eu un déclic, en tout cas je pense que c'est plus un projet qui a maturé dans ma tête depuis plusieurs années et qui s'est finalisé à un moment donné. Comment ta vision du monde a évolué depuis ton départ ? Je pense que l'une des premières choses, l'une des plus importantes, c'est que je pensais que le monde il était beaucoup plus terrifiant. Il y avait beaucoup plus de gens qui étaient mauvais et le monde me faisait beaucoup plus peur avant de partir. Et aujourd'hui, avec les expériences, avec les rencontres, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui viendront t'aider n'importe où dans le monde. Il y a toujours des personnes qui vont connecter avec toi, qui vont vouloir comprendre qui tu es et apprendre ton histoire. Et je pense que ça fait beaucoup évoluer ma vision du monde en général. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Je pense que le plus difficile, ça a été vraiment de gérer le côté santé mentale parce que je suis partie pour une aventure qui était assez intense puisque pendant 1 an, j'ai fait pratiquement que du stop, dormir en tente, etc. Donc c'était vraiment bas budget et vraiment aventurier. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté-là de vouloir dépasser mes limites, me donner des challenges. L'une des choses qui a été le plus difficile, ça a été de justement de comprendre mes limites en fait. Et c'est aussi l'un des plus grands apprentissages que j'ai eu, c'est de comprendre où s'arrêter avant en fait que ça ait des répercussions en fait, qui soient mauvaises ou qui soient trop avancées. Je rejoins ma prochaine question qui est si tu devais retenir un apprentissage de ces 4 ans de voyage, ça serait quoi ? Je pense qu'il y a un apprentissage quand même qui aujourd'hui est super important pour moi. C'est le fait d'apprendre à vivre d'une façon plus lente en fait. D'apprendre à stopper un petit peu ce rythme-là de productivité, cette pensée de productivité, de toujours allier ma valeur avec le fait qu'il faut que je produise quelque chose pour que ça soit bien, pour que je sois satisfaite. Et de justement explorer plus, être dans la contemplation, prendre les choses une à la fois, ne pas mettre trop de pression. Et tout ce côté-là qu'en fait la vie elle peut être différente, que la vie elle peut se vivre d'une façon qui est plus lente, qui est plus appréciable en fait. Et c'est vraiment vers ça que je tends et c'est un apprentissage que je suis toujours en train de faire, mais je pense que c'est l'un des principaux apprentissages que j'ai eu la chance d'avoir pendant ce voyage. Selon toi, qu'est-ce qui rend le Népal si spécial ? Franchement, c'est dur à dire parce qu'il y a plein de petites choses. Ce dont je parlais juste avant, le fait que les gens ils vivent d'une autre façon, ils pensent d'une autre façon. Ils ont un rapport complètement différent à l'humain, à plein de choses différentes. Et c'est difficile de vraiment mettre le doigt dessus, mais je pense que c'est plus quelque chose qui se ressent. Après, chaque pays est différent. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup accroché
avec le Népal et franchement je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir sur la façon dont les gens pensent en termes de communauté, pensent en termes de lifestyle en fait, comment ils vivent la vie, qu'est-ce qui est important pour eux, que ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de la vie que j'ai pu avoir en Europe et je pense qu'il y a vraiment du bon à en tirer et pour moi c'est ça qui rend vraiment le Népal différent. Est-ce que tu veux parler de tes projets au Népal? J'ai le projet de construire des tours qui mettent en valeur des communautés qui sont reculées du Népal et qui puissent permettre d'avoir une offre d'itinéraires qui soit différente des itinéraires de sentiers battus où tout le monde va quand ils viennent au Népal, donc pour faire par exemple des treks dans l'Everest ou dans l'Annapurna, parce qu'il n'y a pas que ça au Népal, il y a plein d'autres choses à voir. Je pense que c'est important de justement pouvoir aussi explorer des parties du Népal qui sont encore complètement vierges parce qu'elles sont quand même faites pour le tourisme, mais là où on peut vraiment avoir une expérience authentique et c'est ça que j'aimerais apporter aux gens qui viennent et veulent découvrir le Népal. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le tourisme communautaire? Je vais prendre un exemple précis du coup. Dans l'un des tours qu'on propose, on va à Galegaon, donc c'est un village. Quand on reste dans un homestay, l'argent ne revient pas directement à notre hôte, mais vient profiter à la communauté entière et avec cet argent-là, ils vont pouvoir mener des projets qui vont développer l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, qui vont peut-être les aider à faire des célébrations. En tout cas, c'est vraiment une idée où le tourisme ne profite pas à une personne ou à un grand groupe ou à faire du profit sur le dos d'autres personnes, mais qui va vraiment venir aider la communauté et l'ensemble des personnes en fait. C'est radicalement différent du tourisme de masse. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre d'une façon où j'ai pas la peur de manquer quelque chose, le FOMO d'une certaine manière, où je puisse vivre d'une façon plus lente et que je puisse procurer à mes besoins. Donc par exemple en ayant mon propre jardin, en étant plus indépendante et résiliente, en ayant le temps de regarder le temps passer, de regarder les personnes avec qui je vis, d'avoir une définition différente du temps. Je pense que c'est ça, ce à quoi j'aspire. Tu vas bientôt rentrer en France. Qu'est-ce qui te donne le plus envie et qu'est-ce que tu redoutes? Je redoute de me confronter à la société que j'ai laissée en étant une autre personne parce que je sais pas ce que ça va donner. En fait, j'ai que les souvenirs de la France. Quand j'y étais, j'étais quelqu'un de différent, donc il va falloir que je me confronte à ça, que je m'adapte à ça. Ce qui me donne le plus envie, c'est de retrouver ma famille, de rencontrer ma nièce qui est née il y a 3 ans et que j'ai pas encore rencontré, de pouvoir passer du temps avec mes amis, de pouvoir retrouver ma culture, la nourriture, la musique. Si tu avais un conseil à donner, lequel ce serait? Je vais donner un conseil qu'on m'a donné parce que moi aussi à une époque je faisais des interviews de voyageurs comme ça. Et il y a un super conseil qu'on m'a donné, c'était une personne que j'ai rencontrée en Grèce, je me rappelle encore aujourd'hui. Voir le plus de coucher de soleil et de lever de soleil possible. C'est un trop bon conseil. Merci Marine. Merci. Bon la mif, aujourd'hui grosse balade. Je vais aller jusqu'au bureau de l'immigration des treks, je sais pas comment l'appeler, pour faire mon permis parce que je fais une rando ce week-end avec Ayel et c'est dans les Annapurna donc il me faut mon permis. Et puis je vais aller explorer le village tibétain. Je suis en train de me dire, j'espère qu'ils sont ouverts parce que c'est jour férié aujourd'hui, c'est le Mahashivratri, c'est le jour de Shiva. Ça arrive une fois par an, c'est aujourd'hui. Et en fait, tout le monde est déjà super beau. Genre, ils sont tous très bien habillés. Et tous les temples sont en fait, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai le Tripundra là. C'était un temple un peu par hasard, c'était trop bien. Je crois qu'ils sont ouverts. Good news! Ça y est, j'ai mon permis, donc pour les 4 jours ça m'a coûté 3000 roupies. Et alors il faut venir avec 2 photos, parce qu'ils en mettent une sur votre dossier, une sur le permis que vous allez montrer avant de commencer le trek, et son passeport ou une photocopie. Sachant que moi bien évidemment j'avais qu'une photo sur les deux, je savais pas. Tu peux faire il y a des mini-shops pour faire des photos, ça coûte 1 € les deux. Et là on va se diriger pour la pause déjeuner. Je suis dans un café tibétain et je vais goûter des sortes de nouilles fourrées aux œufs. Apparemment c'est spicy, on va voir. En fait c'est froid. Oh putain. C'est spicy de ouf. Et franchement moi, normalement je résiste bien mais là waouh. Ouais putain ça vient d'un coup en plus. Wow. Et là c'est des chavalis, c'est des beignets. Ça a l'air fat. C'est frit et il y a un peu de chou à l'intérieur.
rentrer dans le monastère, ce que je trouve ça ouf, c'est qu'en fait on les entend, ils sont en train de faire leur chant. Et de l'autre côté de la rue, on entend aussi un peu en fond la musique hindoue pour célébrer du coup le jour de Shiva. C'est ouf! Il y a vraiment les deux trucs qui s'intercalent dans mon ouïe. Je suis à Tashling dans le quartier tibétain qui est au sud de Lakeside. En gros, ce que vous pouvez faire en tant que touriste quand vous n'avez pas le temps pour aider un peu la communauté tibétaine, c'est de vous rendre justement dans ces quartiers et dans les magasins pour acheter en fait vos souvenirs à des Tibétains qui en fait les créent eux-mêmes. En fait, il faut savoir qu'après l'invasion du Tibet par la Chine en 1959, il y a énormément de réfugiés tibétains qui ont fui du coup vers le Népal et vers l'Inde. Aujourd'hui, le Népal, il tolère plus de 20 000 réfugiés tibétains, mais il a arrêté d'accorder les papiers en fait. C'est 1990. Ça pose des problèmes de régularisation pour les Tibétains qui vivent ici et aussi pour les générations suivantes les enfants de ces réfugiés qui sont considérés comme apatrides en fait. Donc c'est hyper triste. En fait, je me demande comment c'est de se dire en fait j'ai plus de pays quoi et il y a un monde où mon pays n'existera plus jamais quoi. C'est une dinguerie. Bienvenue dans les tutos de On a Trip with Alex. Aujourd'hui, je vous montre comment prendre un bus au Népal. Première étape, se mettre sur le bord de la route. Wesh, je me suis pris un vent par le bus. Le crotté, il a pris le dessus. Aïe aïe aïe, ça y est. Je sais pas où il va, mais on va dans la bonne direction. C'est pas exactement la destination que je voulais, mais on y arrive presque. Et ça m'a coûté 15 roupies. 15 roupies, c'est quoi? Ça doit être 0,05 centimes. Hello! Je pense que je vais terminer ce vlog sur ces images. Je vous retrouve pour le prochain épisode. Il y a plein de trucs cool qui arrivent, donc je vous laisse liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao la mif!